Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout d'abord, je tenais à nous excuser pour ce petit problème technique qui vous prouve bien que nous sommes en direct. Ce n'est pas du réenregistré ou préenregistré. Donc, désolé, l'informatique nous a fait faux bond et nous avons été obligés de vous faire patienter. Encore toutes nos excuses au nom de l'AVGES et de l'ensemble des intervenants. Donc, je vous souhaite la bienvenue au webinaire donc, organisé par AVGES Formation, que vous connaissez pour être un organisme de formation spécialisé dans la banque, finance et assurance. Juste 2-3 règles avant de vous présenter donc, les experts. D'abord, vous avez à peu près 3 quarts d'heure de présentation qui seront suivis par un échange de questions-réponses. Donc, vous avez le chat pour mettre toutes les questions qui vous viennent à l'esprit ou que vous souhaitez poser pour approfondir. Vous avez également un replay. Donc, l'événement est enregistré. Donc, demain, vous aurez possibilité d'avoir le replay si jamais vous ne pouvez pas assister sur l'ensemble, puisqu'effectivement, nous commençons un petit peu en retard. Et je vais maintenant donner la parole donc, à nos 3 experts qui sont là pour vous parler de la protection de la clientèle. Béatrice, à toi l'honneur. Merci beaucoup Isabelle et encore effectivement toutes nos excuses, surtout pour un sujet relatif aux pratiques commerciales. Voilà, nous avons un petit dysfonctionnement IT sur la pratique commerciale relative à nos lives. En tout cas, merci d'être présent sur un sujet qui est un vieux sujet, mais dont l'actualité reste toujours assez prégnante et qui est un sujet sur lequel les superviseurs régulièrement remettent un petit point d'attention. Donc, on va voir un petit peu ce contexte et ces nouvelles, je ne vais pas dire des nouvelles pressions, mais ces nouveaux rappels des superviseurs quant à l'importance de la protection de la clientèle. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir donc 2 experts. Donc tout d'abord Valérie, que je laisserai se présenter tout à l'heure, donc quand Valérie interviendra, qui notamment est avocate spécialisée, notamment dans le domaine bancaire, et qui pourra nous faire un retour d'expérience sur quelques thématiques qu'elle a eu à traiter et nous expliquer un petit peu comment la jurisprudence voit certaines affaires, à la fois du point de vue client et à la fois du point de vue du banquier. Nous avons la chance également d'avoir Johnny, qui est un consultant expert en compliance et qui travaille notamment pour Montaigne Advisory, qui est un partenaire de l'AVGES, spécialisé dans le conseil aux institutions financières, dans le secteur financier, et qui sera le premier à intervenir puisque c'est lui qui commencera à poser quelques questions et après je prendrai le relais. L'objectif de ces lives, comme vous le savez, ce n'est pas des mini-formations, mais c'est de faciliter les interactions, de mettre en exergue certains points d'actualité et puis bien évidemment de vous donner envie de creuser plus avant ces sujets potentiellement avec nos différents experts. Donc on va démarrer sur notre programme avec bien évidemment un prisme qu'on a pris. On a pris un prisme parce que les pratiques commerciales, on pourrait en discuter des heures. On a pris un prisme pour montrer que ces enjeux d'explication vis-à-vis de la clientèle, ces enjeux informationnels vis-à-vis de la clientèle, ces enjeux de bons produits par rapport aux attentes du client, ces enjeux de traçabilité, bref, en un mot, de transparence et de responsabilité sont de plus en plus importantes, notamment parce que, comme vous le savez, on doit rendre des comptes de plus en plus. Je ne parle même pas des fake news, mais la médiatisation forte de différentes affaires font qu'il nous faut prouver en permanence notre conformité et nous allons voir comment cela se traduit sur la clientèle en tant qu'épargnant, en tant qu'investisseur, en tant que payeur, en tant que clientèle fragile. On va essayer, dans le temps imparti, de vous faire un petit medley des enjeux par rapport à cette protection de la clientèle.
Alors, Johnny, je te laisse commencer à animer les débats et puis après, je prendrai la suite sur ces sujets. Par rapport avec Merci Valérie. Béatrice. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci Béatrice, merci à la GEST pour cette invitation. Donc, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger, d'être parmi des professionnels aussi qualifiés dans des domaines comme la conformité et la maîtrise des risques. Donc, pas besoin de me présenter parce que tu l'as déjà fait en partie. Donc, consultant en conformité pour Montagne Executive Advisory, conformité de manière générale. J'enseigne aussi du droit dans plusieurs universités et je fais une thèse qui porte sur la blockchain. Et donc, aujourd'hui, mon rôle, ça sera surtout d'être le modérateur de ce live et structurer un peu les questions ciblées sur la protection de la clientèle. Et donc, sans perdre plus de temps, Béatrice, première question. Alors, dans la protection des clients, donc le devoir de conseil qui occupe place centrale, concrètement, c'est quoi le devoir de conseil et quels sont les attendus? Alors, le devoir de conseil, c'est donc là aussi un sujet qui a quelques années, qui est principalement apparu avec la directive MIF, la directive sur les marchés d'instruments financiers, et qui vise bien évidemment, lorsque le conseil, bien évidemment, du banquier est sollicité, de l'établissement, à apporter un conseil avisé, c'est-à-dire le meilleur conseil en fonction des attendus du client, en fonction de ses objectifs financiers et également en fonction de sa surface financière. Donc, ce devoir de conseil n'est pas nouveau, mais il est régulièrement reprécisé auprès des établissements financiers, notamment par l'autorité des marchés financiers, notamment dans des périodes, et on le voit aujourd'hui, où les marchés ont quand même été globalement assez positifs. Et on sait bien, le devoir de conseil commence potentiellement à poser problème lorsque les marchés, bien évidemment, se retournent et également lorsque un certain nombre de produits se diffusent de manière assez largement au sein de la clientèle des particuliers, clientèle qui, par définition, est moins avisée que d'autres types de professionnels, comme ce qu'on appelle les contreparties éligibles. Et dans le contexte aujourd'hui, donc, où les marchés sont quand même un peu nerveux, où néanmoins il y a eu des hausses quand même significatives sur ces marchés, notamment en Europe, aux États-Unis, voire aussi sur les marchés asiatiques, à l'heure où de nouveaux produits financiers sont proposés à la clientèle, comme par exemple tout ce qui est lié à l'environnement de la crypto-monnaie, à l'heure également où on voit une croissance de la dette privée, le déplacement sur cette dette, à l'heure également où on voit une foison de produits structurés qui sont proposés à la clientèle pour être une alternative à des livrets A de moins en moins rentables. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un cocktail quand même assez explosif pour redonner tout son sens au devoir de conseil. Donc, c'est un point, bien évidemment, qui est éminemment d'actualité dans le contexte actuel. Oui, tu as bien parlé de tout ce qui est produits liés aux cryptoactifs, qui est un sujet que je tiens à cœur. Donc, effectivement, ce genre de nouveaux produits peut donner envie d'investir et surtout quand on n'est pas assez conseillé, on peut tomber sur pas mal de pièges, d'arnaques, et d'où l'importance du devoir du conseil de la part de ceux qui savent conseiller. Et donc, deuxième question, c'est quoi la gouvernance produit? Alors, la gouvernance produit, c'est important parce qu'en fait, la question derrière ça, c'est pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas le bon conseil? En fait, on ne donnerait pas le bon conseil pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que justement, lorsque les produits sont conçus par les établissements financiers, on ne sait pas, on n'a pas passé suffisamment de temps à comprendre le produit,
produit, à comprendre quelle était la cible de ce produit, quelle était à la fois la cible positive, la cible négative, c'est-à-dire quels sont les clients vis-à-vis desquels on ne souhaiterait pas commercialiser ce produit, quel est le réseau de distribution, quels sont les distributeurs qui vont distribuer ce produit et s'assurer ensuite, bien évidemment, de toute la partie commercialisation du produit, à la fois la plaquette commerciale, etc. Tous ces composantes-là font partie donc de ce qu'on appelle la gouvernance produit, qui permet donc en amont de cette commercialisation de s'assurer que l'établissement financier est au clair à qui est destiné ce produit, comment il va être distribué, et ensuite de se donner les moyens de s'assurer que cette distribution est bien conforme avec l'objectif initial du produit. C'est-à-dire que ce qui est commercialisé sur le terrain correspond bien à la population, notamment, qui était ciblée. Donc, cette gouvernance produit est fondamentale parce que qu'est-ce qui donc peut quelque part altérer le devoir de conseil? Donc, petit 1, le produit a été mal ficelé, voilà, on n'aurait pas dû le commercialiser en l'état, on a mal ciblé la cible. Le deuxième point, c'est que sur les réseaux de distribution, potentiellement, on ne connaît pas bien le produit. Et donc, si on n'en connaît pas bien les sous-jacents, les enjeux en termes de risque, etc., c'est bien évidemment difficile de le conseiller. Et la gouvernance produit, bien évidemment, s'assure également de tout le matériel, j'ai envie de dire, pédagogique qui va accompagner cette commercialisation. Troisième point, qui peut altérer le devoir de conseil, c'est les conflits d'intérêts, c'est-à-dire en fait les conflits d'intérêts qui peuvent être liés par exemple à la politique incitative, notamment des réseaux de distribution à vendre tel produit plutôt que tel autre. Donc bien évidemment, tout ceci est éminemment encadré pour que ces conflits d'intérêts soient parfaitement identifiés et bien évidemment qu'ils soient gérés. Et enfin, dernier point, et non des moindres, qui peut altérer ce devoir de conseil, c'est bien évidemment, encore et toujours, la connaissance client. Si on n'a pas une bonne connaissance du client, de ses attendus, de ses objectifs, à la fois financiers, à la fois perso, à la fois pro, etc., si on n'a pas cerné un peu son appétence quelque part par rapport au produit, à partir du moment où le client vient solliciter un conseil, eh bien évidemment, on peut avoir un devoir de conseil qui n'est pas efficace parce qu'on a une connaissance de ce client qui n'est pas pertinente. Et donc, on voit qu'à la base, entre la connaissance client, la connaissance produit, les conflits d'intérêts et la gouvernance produit est bien évidemment en amont de tout cela. Puis après, c'est elle qui va diligenter tout le suivi qui va permettre de s'assurer que le produit sera bien commercialisé de la bonne manière au bon client. Très bien. Merci Béatrice. Et donc, l'AMF a récemment précisé donc, plusieurs critères pour apprécier le respect du principe bon produit, bon client, au bon client. Quels sont ces critères et comment sont-ils utilisés en contrôle? Alors, tout à fait, en décembre 2025, l'AMF nous a reprécisé à nouveau quels étaient les critères d'appréciation pour pouvoir, notamment quand on contrôle, s'assurer que l'établissement qu'on contrôle produit bien le bon produit, on va dire, au bon client, qui est la bonne adéquation. Alors, le premier point, c'est bien évidemment le critère lié à la manière dont sont présentés les risques et le profil de gain ou de perte sur les produits. Vous le voyez bien quand on a des plaquettes de commercialisation, alors on voit qu'on a, 6% de rendement, parfois écrit en tout petit que voilà, ce n'est pas forcément garanti. Et puis parfois, il y a pas mal d'informations qu'il faut lire complémentaires où on voit que si jamais, alors on descend en dessous de 50% d'une valeur du panier, etc. Tout ça ne s'applique pas. Et toutes ces informations, et plus le produit est complexe, et c'est notamment, bien évidemment, ce que nous rappelle l'AMF, plus le produit est complexe, plus on doit être attentif à cette information et notamment, bien évidemment, sur les risques.
Deuxième critère important, notamment vis-à-vis de la clientèle non professionnelle, c'est est-ce que le client a l'habitude de traiter ce produit ou pas. Donc, d'un point de vue contrôle, ça se voit assez facilement. On va regarder l'historique du client, etc. Et on va voir s'il avait l'habitude de traiter ce produit. Sachant que le client remplit un questionnaire où on va lui demander, notamment, on va lui poser des petites questions. Est-ce qu'il sait ce que c'est qu'un warrant? Est-ce qu'il a déjà traité des actions, des obliques, depuis combien de temps, etc. Voilà. Mais on va pouvoir regarder un peu l'adéquation par rapport justement aux habitudes de ce client et ce qu'il a pu remplir dans le questionnaire. Troisième critère, c'est bien évidemment tout ce qui a le point d'attention, c'est quand le profil de gain ou de perte peut être associé à plusieurs conditions sur au moins 2 classes d'actifs. On a parlé des cryptos, on pourrait parler d'autres types de produits. Quand les profils de gains et de pertes sont associés, par exemple, à un produit de change, plus éventuellement des matières premières, ou associés à des dérivés, plus du marché des cryptos, etc. Quand on commence à complexifier les produits de ce type, on voit bien que la lecture du gain ou de la perte sur les instruments financiers ne deviennent plus si évidentes pour notamment un client non professionnel qui est bien évidemment le client qu'on cherche à protéger. Et puis, dernier point, et on voit bien aujourd'hui dans les produits structurés un certain nombre de produits qui répondent à ce critère, c'est le nombre de mécanismes qui sont mis en place dans les règles de calcul des gains ou de pertes associés à ces instruments financiers. Et là, compte tenu du temps imparti, je vais pas donner des exemples, mais il y en a beaucoup aujourd'hui, notamment dans les produits structurés présentés à la clientèle, qui ont ce genre de caractéristiques avec donc des modalités de calcul. Si vous n'êtes pas expert, c'est quand même assez compliqué, même si on met des graphes, des choses comme ça pour essayer d'illustrer un peu, mais assez compliqué de vraiment comprendre la volatilité quelque part implicite du produit qu'on achète et in fine surtout la probabilité de gain ou de perte sur l'instrument financier. Donc voilà les 4 critères qui nous ont rappelés, notamment dans le cadre de la commercialisation, bien sûr, des produits complexes. D'accord. Et dernière question, on parle de plus en plus de value for money. Que signifie réellement cette notion, Béatrice? Alors, la value for money est notamment pas mal utilisée dans le domaine de l'assurance. En fait, traduction mot à mot, c'est le rapport qualité-prix. C'est-à-dire, en fait, de s'assurer, si je prends l'exemple de l'assureur, que ce qu'on paye dans les produits commercialisés, on en a pour notre argent. C'est-à-dire qu'on pourrait cibler, par exemple, en matière de contrôle, le client qui est assuré depuis 20 ans et qui, quelque part, n'a jamais utilisé le service d'assurance. Et comparer ce qu'il paye avec ce qu'il aurait pu espérer utiliser, on va dire, comme service, avec toutes ces difficultés que, par définition, dans l'assurance, on aime mieux généralement que l'événement ne se produise pas, même si, in fine, on a payé en partie pour avoir un retour sur investissement. Mais on va retrouver cette logique aussi sur les produits financiers plus largement et notamment sur la commercialisation d'un certain nombre d'instruments financiers. Alors, si Johnny, tu as lu les Échos, je crois que c'était la semaine dernière, où il y avait un article sur le régulateur à Londres qui notamment veut donner une couleur aux produits financiers pour justement aider, avec notamment cette notion de value for money, aider justement l'investisseur, l'éclairer sur justement la value for money en fonction des différents produits financiers qu'il peut souscrire. Et on voit bien ici toute cette logique permanente, hein, c'est pas nouveau, mais c'est toujours d'actualité, d'essayer de simplifier la compréhension des produits pour la clientèle, notamment la clientèle non professionnelle, c'est-à-dire celle qui n'est pas avertie, pour bien évidemment éviter des litiges futurs, déjà des réclamations, et s'assurer que la clientèle, en tant notamment qu'épargnants et investisseurs, est bien protégée et bien au fait de ces composantes. Alors, je pense que du coup, par rapport à ces thématiques,
de gouvernance, de gouvernance produit, de devoir de conseil, etc. Valérie nous donnera également sa perspective par rapport à des retours de jurisprudence, alors qui ne seront pas forcément sur la partie produits financiers, mais potentiellement aussi. Et du coup, je vais laisser la parole à Valérie pour qu'elle puisse nous faire quelques retours de jurisprudence, à la fois sur ces thématiques et puis à la fois sur d'autres thématiques, parce que la protection de la clientèle, comme on l'a vu dans notre menu du jour, s'intéresse à des périmètres assez larges. Alors, je vais me permettre, du coup, Johnny, en complément de tes interrogations, de me tourner vers Valérie pour te demander, Valérie, sur notamment la protection de la clientèle, si on sort un peu de l'épargne financière et qu'on va plus sur la partie flux de paiement, comment aujourd'hui protège-t-on les clients, notamment les clients bancaires, les clients qui utilisent les services de paiement, c'est-à-dire quasiment tout le monde, j'ai envie de dire. Comment on les protège? Est-ce que c'est la banque qu'on protège, notamment dans les domaines de fraude, les cas de fraude au paiement? Est-ce que c'est plutôt le client qu'on protège? Quel est ton retour par rapport à la jurisprudence que tu as pu aussi défendre dans ton histoire récente? Merci beaucoup Béatrice, bonsoir à chacune, à chacun. Donc ravie effectivement d'échanger avec vous. Donc Valérie Kiffer, avocat au barreau de Paris, donc ayant pour activité dominante donc banque assurance chargée d'enseignement à l'université de Strasbourg et à l'université de Paris. Donc j'étais dans une vie passée également responsable juridique conformité, déclarant TRACFIN et DPO. Donc effectivement j'ai une vision assez panoramique, effectivement, des problématiques liées à la protection de la clientèle, donc y compris en matière de crédit, y compris en moyens de paiement, y compris évidemment, et ça c'est un sujet très important, la protection des clients vulnérables, parce qu'on parle beaucoup d'abus de faiblesse, y compris quand on a certaines typologies TRACFIN qui nous remontent. Mais là, on pense aussi aux mineurs, pas qu'aux personnes âgées, c'est ce qu'on verra, avec aussi la posture du banquier, parce que les opérations de banque, évidemment, ont un périmètre extrêmement large au regard de la définition qu'on donne dans le Code monétaire et financier. Donc, on a les fonctions traditionnelles du banquier, moyens de paiement, collecte de l'épargne, etc., mais de plus en plus des fonctions contemporaines du banquier, notamment quand il est distributeur d'assurance, et notamment distributeur d'assurance non-vie par rapport à la prévoyance, et notamment par les apports de la loi Lemoine, et évidemment aussi, Béatrice, tu viens de nous en parler, le banquier avec sa casquette de prestataire de services d'investissement. Donc on a plusieurs régulateurs, évidemment, ACPA, AMF, mais la CNIL aussi, parce que protection des données personnelles, et j'aimerais aussi évoquer ça, protection des données médicales par le banquier, notamment au travers des risques que peut avoir un contrat d'assurance emprunteur qui nous semble régulier quand on est banquier, et pourtant, quand on appelle la garantie, qui nous est niée pour des problématiques de fausses déclarations intentionnelles. Donc on se retrouve aussi en risque quand on est banquier, y compris sur les garanties du crédit que l'on prend. Donc voilà, j'aimerais donc évoquer avec vous quelques apports de jurisprudence très récents, donc panorama d'extraits choisis de jurisprudence 2025, donc sur toutes ces problématiques. Donc merci beaucoup. Donc protection, oui, du porteur de la carte. Donc effectivement, il y a cette notion. Alors dans ce sillage de cette jurisprudence-là, donc consacrée notamment à la fraude à la carte bancaire, on a beaucoup, évidemment, je suis très sensible compte tenu de mon implantation géographique aussi, le droit européen. Le droit européen, donc notamment cette dernière jurisprudence, on a du 10 décembre 2025, qui est extrêmement récente. Donc, qu'est-ce qu'une opération autorisée? Qu'est-ce qu'un ordre de paiement autorisé? De ce qui ne l'est pas. Et précisément, cette jurisprudence vient nous dire que la communication par téléphone du numéro de carte bancaire ainsi que de son cryptogramme à des fins de location d'une chambre d'hôtel n'est donc pas une opération dite autorisée. Donc, effectivement, la doctrine bancaire, notamment, s'est acharnée en disant, bah oui,
autorisé n'est pas consenti. Donc, typiquement, c'est l'anti-jurisprudence booking, j'ai envie de dire, parce qu'avant, la jurisprudence booking disait le banquier voilé dans son devoir de non-ingérence n'a pas précisément à s'ingérer dans un litige commercial, mais là, on va au-delà, parce que justement, la réservation en question n'avait pas pu être honorée et la banque a refusé effectivement de faire droit à la demande d'indemnisation de la cliente, qui a dit moi, c'est vrai, j'avoue, j'ai communiqué les données personnelles afférentes à la carte bancaire et pour autant, j'ai donné ces données confidentielles, mais j'ai booké ça, donc j'ai réservé, je ne voulais pas payer. Donc, j'ai communiqué ces données confidentielles à des fins de réservation et non pas à des fins de paiement, argument donc entendu à hauteur de cassation par cet arrêt du 10 décembre 2025 qui a été publié, donc un arrêt extrêmement important. Un autre arrêt encore plus récent, de quelques jours à peine, du 14 janvier 2026, est justement motivé par la jurisprudence européenne, cet arrêt Veracash, donc du 1er août 2015, où la Cour de justice de Luxembourg avait effectivement indiqué que l'obligation, donc la charge de la preuve, incombe bien à l'utilisateur de services de paiement, mais de signaler sans tarder, parce que comme vous le savez, on a un délai de 13 mois effectivement, et donc la banque a dit, écoutez, vous avez eu connaissance, donc vous avez été négligent, donc de l'autre côté, on retrouve la négligence du porteur de la carte, parce que vous avez attendu, vous étiez dans le délai de 13 mois, mais je considère que pour nous qui devons incomber à la charge de la preuve de la négligence grave pour nos services monétiques, venir 6 mois, 7 mois, 8 mois, certes vous êtes dans le délai, mais effectivement, c'est un peu tard, quand on sait qu'il y a globalement beaucoup de Français, d'après la Banque de France, qui ne consultent jamais leur relevé de compte, ça pose question. Donc là encore, la Cour de cassation a dit effectivement la banque n'a pas su démontrer à quelle date, justement, le porteur de la carte avait eu connaissance de la première opération de paiement litigieuse et que dès lors, la charge de la preuve incombant à la banque, donc cette banque a été, au travers de cette jurisprudence, condamnée à rembourser le porteur de la carte, qui a été quelque peu nonchalant, mais néanmoins dans le délai légal, effectivement, des 13 mois. Donc, c'était à la banque de démontrer à quelle date il avait eu connaissance de la première opération de paiement pour considérer, effectivement, que c'était contraire à cette jurisprudence européenne, donc Veracash, en date du 1er août 2015. Alors évidemment, énormément aussi de jurisprudence en matière de spoofing. Qu'est-ce que le spoofing? Littéralement, c'est une usurpation. Donc, c'est une technique d'escroquerie donc, qui consiste à contacter une personne par téléphone en se faisant passer pour un conseiller bancaire ou un technicien du service monétaire, etc. Donc, en quelque part, c'est une usurpation sur le plan pénal aussi. C'est une usurpation d'identité, c'est une usurpation de fonction. Et précisément, en gagnant la confiance de sa victime, l'escroc la convainc de lui communiquer ses données personnelles de sécurité. Alors, ce n'est pas très simple parce qu'on a certaines décisions de justice qui disent justement le client, à hauteur de cour d'appel, le client ne peut pas être remboursé parce que précisément le technicien d'exploitation présumé de la banque a appelé le client sur un numéro caché et non pas avec le numéro des services centraux du siège de la banque ou le numéro typiquement de l'agence. Donc, on ne peut pas vraiment parler d'usurpation. Donc, si on se fait appeler sur un numéro caché, privé, effectivement, on n'a pas l'usurpation des coordonnées de la banque. Et dans ce cas-là, évidemment, il n'y aura pas remboursement. En tout cas, oui, on a cet arrêt, évidemment, très impactant du 12 juin 2025 qui rappelle que ne commet pas de négligence grave dans la conservation et l'utilisation de ces données personnelles de sécurité. Alors ça, c'était pour la première fois une personne morale, parce qu'on parle beaucoup du spoofing, protection du consommateur, mais cet arrêt est très important aussi parce que c'est une société commerciale, donc une personne morale qui a elle-même été victime du fait de l'ingénierie sociale, comme on dit, une négligence, une imprudence faite par une salariée de l'entreprise.
Louise, effectivement. Donc, c'est une salariée, effectivement, qui a communiqué les informations confidentielles de paiement à une personne qui l'avait contactée par téléphone, se faisait, là encore, passer pour un technicien de la banque dont il a usurpé le numéro. Et là, c'est toute la différence. Hein. Le numéro a bien été usurpé. Donc, en filigrane de cette affaire, il y a aussi, et je me tourne vers la CNIL, hein, cette cybercriminalité. À quelque part, ces arrêts interrogent aussi la résilience informatique. Et on le sait, la CPR, pour son programme d'activité 2026, sera également très attentive à la mise en œuvre du règlement européen DORA. Hein, donc DORA, la résilience informatique, ça on le sait. Donc il y a quelques jours, le programme d'activité de la CPR effectivement a été dévoilé. On sait que le règlement européen DORA fait partie effectivement des premières priorités de contrôle du régulateur de l'assurance et de la banque. Voilà. Alors, je t'arrête juste 3 secondes, Valérie. Merci beaucoup de parler de DORA, parce que tu apportes justement cette vision tout à fait intéressante et transverse en fait dans la banque. DORA est souvent perçu comme un sujet pour les services informatiques, pour la direction résilience numérique et risque informatique. Et on voit bien dans ce que tu dis tout l'impact que peut avoir DORA jusqu'à tous les litiges qu'on peut avoir du côté de la relation client. Et ce point, je pense, est vraiment important parce qu'on voit que tout ça, c'est maintenant complètement interconnecté et qu'on est vraiment obligé d'avoir une vision transverse des processus au sein des établissements pour pouvoir à la fin savoir effectivement où se situe la responsabilité à la fois de la banque et à la fois du client. Puis tu as parlé aussi de la CNIL, etc. Enfin, on voit bien que tout ça, ça s'exacerbe mutuellement, ce qui fait que tes cas de jurisprudence sont particulièrement intéressants parce qu'on finit par plus savoir voilà, qui est responsable de quoi et à quel moment on va pouvoir se retourner ou pas contre l'établissement. Je te laisse poursuivre. Excuse-moi, je m'étais permis. Non, avec plaisir. Non, mais c'est tout à fait juste. Donc, on est vraiment dans une dimension multidimensionnelle, justement, par définition, et oui, et encore du droit européen. Donc, évidemment, la directive européenne DSP2, hein, directive européenne service de paiement, a pour pivot le concept d'authentification forte. Et donc là, partageons ensemble cet arrêt récent aussi, du 22 octobre 2025, justement. Et là, c'est un peu cet équilibre très délicat à trouver. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on avait une négligence grave du porteur de la carte. Pourquoi ? Le payeur avait commis une négligence grave en répondant à un courriel, hein, là encore, cybercriminalité, répondant à des anomalies grossières qui auraient dû attirer son attention. Donc ça, on était resté dans l'ancienne jurisprudence effectivement de 2013 hein, sur justement l'imprudence du client, etc., qui le prive du droit à toute indemnisation. Ben, justement, avec la sophistication informatique et la résilience qu'on en attend, ben, justement, petit revirement aussi, hein, après avoir retenu que le payeur avait commis une négligence grave en répondant à un courriel. Donc, de fait, la Cour de cassation reconnaît que ce porteur de la carte a été imprudent. Il a commis même une négligence grave qui aurait dû attirer son attention. Et pour autant, la Cour de cassation pose la question suivante en disant est-ce que la banque, à un moment donné, est-ce qu'elle a déclenché le fameux processus d'authentification forte hein, qui porte différents noms d'après différentes banques? Eh bien non. En cas d'opération de paiement à distance, dit la Cour de cassation, et qu'à défaut d'avoir déclenché le système d'authentification forte du client, à défaut, il doit rembourser au payeur le montant de l'opération dite non autorisée, sauf à pouvoir démontrer qu'il y a un agissement frauduleux du payeur. Hein. Donc on voit d'un point de vue sémantique, j'ai envie de dire que d'un côté, on dit bien que le client a été négligemment, et ce, gravement. Donc, et pour autant, la seule porte de sortie pour la banque en l'espèce, c'est de démontrer qu'il y a eu fraude du payeur. Voilà, donc là, la nuance est extrêmement fine.
Merci, merci Valérie pour ces exemples sur les cartes bancaires. Et on se méfie toujours quand au milieu de ta phrase, tu dis « et pour autant », parce que là, « et pour autant », c'est la partie où le banquier va devoir s'expliquer devant quelque chose qui lui paraît d'une évidence. Voilà, et pourtant, il n'aura pas forcément gain de cause. Alors, comme on a un programme un peu chargé, puis qu'on a démarré un tout petit peu en retard, je vais me permettre maintenant de te faire basculer sur un autre sujet, mais tout aussi intéressant, c'est la partie protection de l'emprunteur. Est-ce que tu aurais des cas intéressants à nous présenter? Alors, j'espère. Donc, protection de l'emprunteur. Donc, oui, un dossier effectivement de long cours, notamment le fameux contentieux lié au prêt consenti dans une devise étrangère. Donc, on sait que là, dit prêt toxique, en fait, ça fait une petite dizaine d'années quand même que, donc évidemment, il a pris une actualité récente très importante avec cet arrêt qui est tombé au cœur de l'été, donc le 8 juillet 2025, où la Cour de cassation dit lorsqu'un prêt consenti, parce que là, il est question aussi de clauses abusives avec toute la jurisprudence européenne, effectivement, sur l'interprétation de la directive européenne de 1993 sur les clauses abusives. Et donc là, nous avons un apport très important en plus. Pourquoi donc parce qu'on est dans le devoir de mise en garde aussi, qui dit que justement le banquier doit avoir la visibilité des risques, comment dirais-je, jonglant le crédit tout au long justement du crédit. Et notamment là, cet apport est important parce que lorsqu'un prêt consenti dans une devise étrangère stipule des clauses relatives à des modalités de remboursement comportant un risque de change, donc il est question ici d'un risque de change, et précisément ce qu'on attend du banquier, c'est qu'il analyse bien sûr la situation du travailleur transfrontalier, comment est-il payé en francs suisses en l'espèce, sa domiciliation française, en l'état aussi, mais de sa localisation des biens immobiliers financiers, parce que typiquement, c'était une opération de défiscalisation, donc ça, on a aussi pas mal d'arrêts là-dessus, et puis on a eu l'affaire dernièrement aussi qui a été évoquée avec le cas Apollonia, qui a été jugé à Paris il y a quelques jours. Donc la localisation des biens immobiliers financés, les prêts livrés en devises étrangères n'exposaient pas un risque de change pendant toute la durée d'exécution, il fallait le regarder. Et ce qui est arrivé, c'est que cette dame, évidemment, vu l'âge de l'emprunteur, parce que l'âge de l'emprunteur avec le devoir de mise en garde, on a quand même pas mal de jurisprudence, y compris s'agissant de l'assurance emprunteur sur laquelle j'aimerais échanger tout à l'heure. Est-ce qu'on est sûr que pendant toute la durée du prêt, pas après un risque d'endettement excessif, et dans ce dossier, malheureusement, on a mis à jour que la dame, l'emprunteuse et à la fois l'investisseuse immobilière, à un moment donné, elle partait à la retraite, elle avait une perte de revenus. Donc, regard de sa situation de travailleur frontalier, sa domiciliation et de sa localisation, mais aussi de la rente après sa mise à la pré-retraite et ses ressources ensuite qui étaient constituées de ses indemnités de chômage, ainsi que des loyers qu'elle percevait également en euros. Donc en fait, ça fait aussi penser à notre contentieux au niveau de la disproportion. Donc évidemment, est-ce que le risque de change, est-ce qu'il était loyal, si j'ose dire, pour l'emprunteur pendant toute la durée, à défaut évidemment, et c'est ce qu'elle a réussi à obtenir, c'est la nullité, non pas du prêt comme je le lis parfois, mais la nullité évidemment de la clause dite abusive, donc de la clause intérêt. Donc en gros, les conséquences pratico-pratiques, c'est que la banque évidemment sera obligée de recalculer le montant de la créance restant due à hauteur de l'équivalent en euros. Voilà. Très bien. Ensuite, merci puis il y a d'autres cas effectivement de protection de l'emprunteur. Il y a notamment les cas de caution, il y a les cas de les modifications, les spécificités liées aux régimes matrimoniaux, etc. Est-ce que tu as d'autres cas qui sont du coup un peu emblématiques de ces enjeux emprunteurs? oui, notamment.
Notamment, encore une fois, l'impact du droit européen. C'est les clauses de déchéance du terme, hein. C'est vrai que depuis 2 ans, on voit ces jurisprudences notamment inspirées des clauses de déchéance du terme, parce que là encore, hein, arrêt récent du 8 octobre 2025, justement, est-ce qu'on peut considérer que la clause qui prononce la déchéance du terme est-elle abusive et ou illicite, hein. Donc elle peut être, elle n'est pas illicite, par contre, elle peut être abusive, hein, notamment, on parle de fraude aussi beaucoup, de fraude documentaire, hein, qui est un autre fléau du banquier, la fraude documentaire, c'est-à-dire les vrais faux bulletins de salaire, notamment. Donc, on sait qu'il y a eu des antécédents en la matière, hein, donc la qualification de clause abusive avait été écartée déjà lorsqu'il y avait eu des déclarations inexactes des emprunteurs sur des éléments essentiels ayant déterminé l'accord du prêteur, hein, donc, ou alors l'emploi des fonds à un autre usage que celui qui était prévu par le contrat, hein, donc par exemple. Donc en fait, oui, et puis on avait aussi vu cette jurisprudence, on dit que, là encore, jurisprudence européenne, hein, de 2017, Banco Primus, hein, qui dit que justement, il faut laisser aussi le temps à l'emprunteur pour réagir. Donc, on sait qu'il y a 2 ans, la Cour de cassation avait déjà dit laisser un délai de 8 jours est insuffisant, évidemment, si on est sur des mensualités amortissables par annuité. 8 jours est un délai de réaction trop court au regard de l'égalité des armes, hein, au sens de l'article 6 justement de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, c'est vrai que les juristes de banque manie avec beaucoup de précaution précisément cette arme, hein, parce que justement le droit européen dit sur l'échelle des sanctions, proportionnalité de la peine, hein, d'une certaine façon, la déchéance du terme, c'est quand même l'ultime sanction pour un emprunteur défaillant ou autre. Voilà, donc beaucoup de prudence aussi sur cette clause de déchéance du terme, hein, justement. Voilà. Justement, tu l'as indiqué très, très, très opportunément. Donc, c'est vrai que j'ai envie de dire que le régime matrimonial est un peu le parent pauvre de la connaissance client bancaire. Et pourtant, que ce soit sur les garanties du crédit, que ce soit même sur l'assurance vie, que ce soit même sur des investissements financiers. Quand on demande, quand on prend un nantissement du compte titre, par exemple, hein, pourtant le bordereau du nantissement du compte titre, on sait bien que c'est le titulaire du compte titre, mais sauf peut-être à se poser la question quelle est l'origine des fonds. Et pourtant, nous avons notre fameux article 1415 du Code civil, hein, qui concerne la communauté légale, hein, donc sans contrat, donc autant dire, si on en croit les chiffres du notariat, 9 Français sur 10. Donc évidemment, et celui-là, il est redoutable, hein, cet article 1415, parce qu'il dit que chacun des époux communs en bien ne peut pas engager la communauté, c'est-à-dire les biens communs, mais aussi les gains et salaires qui sont communs, précisément, sans l'accord express de l'autre, hein, c'est-à-dire que ce soit en cautionnement, que ce soit en nantissement, même d'un contrat d'assurance vie, il faut faire extrêmement attention, parce que le bordereau de nantissement, c'est évidemment l'emprunteur qui le stipule, hein, qui le signe, mais pour autant, l'origine des fonds, et cette problématique d'origine des fonds a évidemment aussi une interprétation très LBCFT compatible, hein, donc avec la 6e directive LAB aussi qui nous arrive. Donc, précisément, c'est que le banquier se prive d'une assiette de garantie, qu'elle s'appelle cautionnement, qu'elle s'appelle nantissement, de compte titre, de PEA, d'assurance vie. Donc, il faut faire extrêmement attention, y compris lors de l'octroi de prêts. Hein, l'origine de propriété aussi, ou bien dans les SCI familiales. Hein, on parlera tout à l'heure de la protection des clients vulnérables, et j'aimerais évoquer les mineurs tout à l'heure particulièrement, parce qu'on pense beaucoup aux majeurs protégés, mais il faut aussi penser aux mineurs. Quand on parle dans le code pénal d'abus de faiblesse, on parle en raison de l'âge, mais sans préciser de quel âge il s'agit. Hein, et ça peut aussi évidemment être l'état de minorité. Donc dans une SCI immobilière, évidemment, il y a la connaissance de la personne morale, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Béatrice, les derniers statuts à jour, typiquement, parfois le banquier peut se priver d'une garantie, tout simplement parce qu'au dossier, on ne retrouve pas le PV de l'Assemblée générale extraordinaire qui permet
de prendre le nantissement des parts sociales de la SCI. Hein. Ça, c'est particulièrement embêtant parce que du coup, c'est-à-dire que la garantie n'a absolument aucun effet et que la garantie, donc, sera particulièrement inefficace. C'est des cas effectivement intéressants parce qu'on voit que le diable se noie dans les détails quelque part, mais du coup c'est important parce que face à la masse de documents que le banquier collecte quand même, hein, voilà, outre les faux documents bien sûr, il y a aussi tous les contrôles qu'il doit faire sur la qualité du contenu de ces documents et pour ça il faut qu'il ait des connaissances quelque part assez avisées dans le domaine juridique. Et que les contrôles en fait des dossiers connaissances clients soient validés presque systématiquement par des juristes hein, en t'écoutant, parce que c'est au moment où il y a un problème qu'on se rend compte effectivement que le contrat n'est pas valide, que ce qui est écrit ne permet pas d'eux, etc. Du coup, on va peut-être passer justement à cette clientèle vulnérable. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme info par rapport à cette clientèle, qui est encore et toujours un sujet aussi de préoccupation du superviseur, bien sûr. Oui, justement, le pôle commun AMF et ACPR, on a fait, c'est tout à fait notable que les deux régulateurs se joignent leurs efforts hein, sur ce sujet, parce que la démographie, notamment pour le vieillissement de la population, effectivement, et puis nous avons aussi le médiateur de l'AMF à l'époque, hein, quand c'était encore elle, Madame Cohen-Branche, qui disait attention aussi à la discrimination en raison de l'âge. Pourquoi ? Parce que parfois, on dit si vous avez 80 ans passés, vous n'êtes plus éligible aux unités de compte, par exemple. Hein. Donc, voilà, encore. Et Madame Cohen-Branche de dire attention, parce qu'il ne faut pas être discriminant, parce que quand on regarde la MIF 2 que tu as aussi évoqué tout à l'heure, l'âge n'est pas un critère pour apprécier l'expérience financière, la capacité à subir des pertes financières. Ou la catégorisation, effectivement, des 3 catégories d'investisseurs au sens 2002 que tu as également évoqué. Donc, ça, c'est très sensible en pratique. Hein, donc, j'ai beaucoup de retours, y compris de mes étudiants à ce sujet, qui sont souvent agents d'accueil, justement. Faut-il l'autorisation de 2 parents pour utiliser le compte de leur enfant mineur? Donc oui, 3 fois oui, dit la Cour de cassation en date du 12 juin 2025. Donc 3 enfants mineurs avaient reçu, là encore, origine des fonds, avaient reçu à titre personnel une indemnisation financière, donc notamment assurantielle. Hein. Donc connaissant l'origine des fonds, le banquier aurait dû mettre déjà une obligation, une mesure de séquestre, justement. Hein, ça, c'est des médiations bancaires et des jurisprudences bancaires assez classiques. Donc là, il est question des pouvoirs des représentants légaux, parce que la loi fait la distinction entre un acte d'administration, ouvrir un compte, un parent tout seul peut le faire. Par contre, pour les actes de disposition, il faut l'accord des 2 parents. Et souvent, en pratique, évidemment, avec la pression commerciale, entre autres, ou effectivement, parfois même des incivilités, malheureusement, on a le devoir de non-ingérence du banquier. Et de l'autre côté, on a aussi le principe de protection du titulaire du compte, hein, parce qu'en vérité, revenons aux fondamentaux, quand l'enfant mineur est titulaire d'un compte, l'obligation de restitution des fonds et bénéficie surtout au titulaire du compte. Donc là, en l'occurrence, c'était un père qui avait fait des virements au débit de chacun des 3 comptes de ses enfants au profit d'un compte professionnel de la société qu'il gouvernait. Hein. Donc là, la mère, c'est assez atypique aussi. Donc la mère, effectivement, avait fait un signalement aussi au procureur. Ensuite, il y a une enquête financière. Et que dit la Cour de cassation? Elle revient aux fondamentaux pour dire là, ce n'est pas un acte d'administration, c'est un acte de disposition, le fait de priver de son droit de propriété de fonds et surtout indemnitaire 3 enfants mineurs. Donc la banque a commis une erreur parce qu'elle aurait dû solliciter l'accord de la mère. Idem en cas de clôture du compte, hein, parce que qui dit clôture du compte bancaire dit évidemment aussi restitution des fonds, mais à qui? Donc un seul des parents. Donc là, non, il y a la primauté des intérêts de l'enfant, au sens de la Convention internationale de New York aussi. On parlait de primauté de la clientèle tout à l'heure, mais là, on est encore dans une vulnérabilité du fait de la minorité des enfants.
hein. Donc ça, c'est vraiment un arrêt aussi très important pour resituer les choses. Donc, et puis aussi, on pense bien sûr aux majeurs protégés. Donc, le devoir de prudence de la banque, déjà, c'est de révoquer tous les mandats et toutes les opérations antérieures avant la mesure juridique de protection, et puis de refaire un feedback tous les 5 ans, hein. Donc, au regard du droit des majeurs protégés avec la loi 2007, ben, il y a une clause de rendez-vous. Sauf s'il y a une tutelle, mais en tout cas, quand vous êtes en curatelle simple, curatelle renforcée, on peut avoir des changements. Donc, il faut bien faire attention de qui est le tuteur au bien et qui est le tuteur à la personne, parce que ça peut être 2 personnes différentes. Donc, on a pas mal de jurisprudence, et notamment la dernière jurisprudence en date, celle du 5 décembre 2025, dit attention à bien avoir les sommes qui reviennent d'argent, que ce soit des loyers, y compris quand cette personne protégée effectivement était sous tutelle ou sous curatelle, que ce soit bien sur un compte bancaire ouvert à son nom, hein. Donc ça, c'est important aussi sur la traçabilité des flux. Donc évidemment, il ne faudrait pas que ce soit un compte ouvert par un agent immobilier, par un autre mandataire, etc. Parce que là, c'était assez intéressant, parce que c'est même un juge des tutelles, effectivement, qui avait saisi la juridiction et qui était face à un doute en disant là, j'ai des loyers à encaisser, etc., au nom et pour le compte d'un majeur protégé. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux accepter ou pas que ce soit fait par l'intermédiaire d'un tiers? Donc non, la Cour de cassation dit là clairement qu'il faut avoir un compte bancaire ouvert au nom de la personne protégée. Donc évidemment, qui dit personne protégée dit aussi risque d'abus de faiblesse, hein, et de déclaration de soupçons TRACFIN aussi par rapport à ça. Voilà. Merci beaucoup Valérie. On voit tout l'enjeu, bien évidemment, de savoir à chaque fois qui agit pour compte d'eux, qui a le droit de faire quoi par rapport à certains types de comptes. Ça permet de vérifier les signatures et les actes, etc. Et ça suppose donc encore et toujours d'avoir une parfaite connaissance du client et de l'écosystème quelque part dans lequel il fonctionne, et tous ceux qui peuvent agir pour son compte. Alors, on va terminer maintenant sur un gros sujet sur lequel on pourrait aussi en parler une journée, à minima. C'est notamment tout ce qui concerne la DDA dans le domaine de l'assurance. Donc, est-ce que par rapport à cette directive et son application, tu peux nous donner quelques illustrations des points d'attention? Alors oui, notamment sur la loi Lemoine, évidemment, grand sujet d'actualité. On sait que la CPR, bon, justement, là, c'est très intéressant parce que du coup, le banquier distributeur d'assurance vie, mais aussi non-vie, hein, parce que justement, on a la nouvelle recommandation ACPR sur le devoir de conseil, hein, recommandation personnalisée en assurance vie et non-vie. Là, la CPR a beaucoup communiqué là-dessus pour dire qu'aujourd'hui, oui, le banquier, c'est pas seulement que de l'assurance vie, c'est pas que de l'assurance emprunteur, ça peut aussi être de l'IARD, de la RC Pro, typiquement, de la Madelin, hein. Donc, tu parlais tout à l'heure gouvernance produit et primauté des intérêts de la clientèle, donc y compris en assurance prévoyance. Je prends l'exemple de la loi Madelin qui concerne beaucoup de travailleurs non salariés. Donc, le conseil ne se motive pas exclusivement, ou le PER, hein, le plan épargne retraite, le devoir de conseil, évidemment, ne se motive pas exclusivement par une déductibilité fiscale, hein. Il faut que ça corresponde à la situation familiale, patrimoniale, personnelle, professionnelle du preneur d'assurance. Donc, en gros, encore une fois, primauté des intérêts de la clientèle et pas sous couvert peut-être de rémunération ou de conflit d'intérêts. On sait que la Commission européenne est très attentive, effectivement, comme tu l'as souligné tout à l'heure, très attentive à ça. Donc, en tout cas, on sait que le premier rappel sur le devoir de mise en œuvre de la loi Lemoine n'est pas venu de la CPR, contrairement à ce qu'on pensait, mais de la direction départementale de la protection des populations, qui avait effectivement adressé plusieurs injonctions à plusieurs banquiers en disant, bah voilà, vous n'avez pas respecté le délai légal de 10 jours ouvrés
imparti aux établissements de crédit pour se prononcer sur la demande de substitution, donc de déliaison d'assurance emprunteur, donc 10 jours ouvrés. Donc, c'est vrai qu'on a eu souvent de la jurisprudence où on disait la banque avait été au courant effectivement qu'il y avait une demande de substitution qui avait été faite, mais n'avait jamais répondu, qui continuait à prélever la double cotisation en sachant pertinemment bien, par exemple, que la garantie ne serait pas acquise, notamment pour une raison d'âge, notamment quand on a aussi de plus en plus des emprunteurs qui empruntent aussi de plus en plus tardivement, y compris après la retraite. Donc là, on a un devoir non pas de conseil, mais on va au-delà. On est dans un devoir de mise en garde du banquier, de dire, et là, c'est toute la traçabilité, évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'oralité, mais nous savons très bien que l'oralité n'a absolument aucune valeur juridique. Donc, le maître mot, c'est la traçabilité. Je rappelle que même un email est un support durable au sens de la jurisprudence européenne. Évidemment, un compte-rendu d'entretien qui nous permettra de sauver le dossier en défense. Donc là, je reprends ma casquette d'avocate de défense, effectivement. La preuve. La preuve incombe au professionnel. La preuve incombe au professionnel de son devoir d'information, de son devoir de conseil, de son devoir de mise en garde. Et notamment, c'est vrai que parfois, ce n'est pas évident comme posture parce que le banquier peut se dire, bon, moi j'ai un contrat d'assurance emprunteur qui est en cours de vie et à un moment donné, je peux mettre en jeu cette reine des garanties, parce que c'est quand même une garantie effectivement reine en matière d'octroi de prêt. Et là, on a une jurisprudence intéressante qui est tombée le 7 mai 2025 qui dit, comment ça se passe pour le banquier quand, de l'autre côté, dans la clause d'invalidité, dans le contrat d'assurance emprunteur, on dit qu'elle est abusive. Donc, si elle est abusive, la clause d'invalidité, ou par contre, quand vous avez aussi un assuré qui fait une fausse déclaration intentionnelle dans le questionnaire médical, donc qui relève donc du médecin conseil, donc là, le banquier, évidemment, doit bien sûr sauvegarder le secret médical. Mais parfois peut aussi être face à une nullité qui est prononcée, donc d'échéance du contrat pour fausse déclaration intentionnelle. Donc c'est un monsieur effectivement qui avait menti sur un traitement de type lévothyrox, donc maladie chronique. Et en fait, le médecin conseil de l'accompagner au moment du décès, a dit, donc a dit à l'épouse, donc la veuve, votre mari avait menti, donc finalement, moi je prononce la nullité du contrat d'assurance emprunteur, et pourtant le banquier était sûr que la garantie lui serait acquise. Non, pas nécessairement, parce que c'est bien le médecin conseil, effectivement, de la compagnie, y compris dans le cadre de la loi Lemoine, ça va porter aussi un risque en plus, parce que la loi Lemoine dit équivalence des garanties. Moi, c'est ce que je dis tout le temps aussi, l'équivalence des garanties. Ça ne veut pas dire que le contrat ira jusqu'au bout et que c'est un contrat qui est équivalent. Donc là-dessus, il faut faire extrêmement attention aussi là-dessus. Très important, et le devoir de conseil du banquier, rappelle la Cour de cassation en matière d'assurance emprunteur, doit aussi s'appliquer à des garanties dites facultatives, notamment une garantie perte d'emploi. Je prends l'exemple de la frontalière. Donc, si la frontalière, effectivement, dit moi, j'ai besoin d'une garantie perte d'emploi parce que mon contrat de travail de droit suisse, précisément, ne me permet pas d'avoir l'acquisition de la garantie dans votre contrat groupe, parce que vous, dans votre contrat groupe, il y a écrit perte d'emploi pour un salarié de droit français. Donc, évidemment, justement, tu parlais de value for money aussi. Donc, le banquier ne doit pas se satisfaire de faire souscrire son contrat groupe en sachant pertinemment bien que la garantie ne lui serait pas acquise, sinon il succomberait pour défaut de mise en garde. Par contre, effectivement, c'est un mail qui peut sauver le dossier parce que le banquier avait dit, madame, je vous invite à aller voir un courtier en assurance. Effectivement, ce qui est arrivé est arrivé. La dame avait effectivement perdu son emploi et elle a mis en cause la banque. La banque a gagné le procès en disant, non, moi j'ai un devoir de non-ingérence du banquier, je vous ai mis en garde, on a pu le tracer par mail. Donc après, maintenant, d'aller faire à votre place la souscription auprès d'un courtier en assurance spécialisé qui aurait pu vous trouver une garantie perte d'emploi pour le contrat de travail helvétique, c'était pas trop, au regard du devoir de non-ingérence, c'était pas notre mission. Voilà. Donc la cliente a été déboutée de ses prétentions et la banque a été exonérée de toute responsabilité en la matière.
Très bien, bah superbe. Alors après, on va devoir néanmoins à un moment donné s'arrêter, mais je sens que tu pourrais nous raconter des histoires de ce type jusqu'à tard dans la nuit. Voilà, et j'ai bien compris que le jour où mon banquier me fera plus de conseils et qu'il me fera que des mises en garde, c'est que j'aurais pris un bon coup de vieux. Ouais. En tout cas, un grand merci Valérie, parce que juste ce qui ne s'entend pas, mais je sais que tu as une angine, donc un grand merci d'avoir quand même gardé ta dynamique pour nous raconter ces cas de jurisprudence qui sont particulièrement intéressants. J'espère que tu vas nous sortir un guide pratique de tous les enseignements de ces cas de jurisprudence, parce que c'est toujours intéressant, mais c'est toujours mieux quand il y a quelqu'un qui explique un peu le point d'attention voilà, de cette jurisprudence et comment on peut le traduire après dans nos pratiques et notamment dans les points de contrôle qu'on doit mettre en place dans les différents dispositifs en lien avec la clientèle. Donc, un grand merci Valérie, un grand merci pour toutes ces illustrations. Un grand merci aussi à Johnny voilà, pour la pertinence de ses questions et puis, voilà, et puis son implication aujourd'hui. Je remercie également, bien évidemment, Isabelle Antoine, qui est toujours fidèle dans toute l'organisation de ces lives et qui permet que ces lives se passent du mieux possible et voilà, et normalement qui commence à l'heure. Voilà, il y a parfois quelques… Et merci à toi, Béatrice, également, parce que faut quand même… parce qu'en tant que chef d'orchestre qui pilote et modératrice, bah, tu le fais parfaitement bien. Écoutez, on ne va pas vous retenir peut-être plus. Voilà. Tu voulais conclure aussi? Non, je te laisse dire le mot de la fin. Nous retrouvons avec le petit quart d'heure de retard, mais donc on ne va pas abuser de votre temps. De toute manière, vous aurez un replay disponible donc à partir de demain. Merci pour votre attention. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez encore, il reste quelques secondes encore pour les poser dans le chat, mais sinon, effectivement, merci, très bonne soirée. Et n'hésitez pas à aller sur le site de l'AFGES, afges.com, où nous organisons des webinars sur toutes les thématiques qui sont spécifiques au domaine et aux expertises de AFGES Formation, donc dans la banque, assurance et finance. Donc, nous en avons toutes les semaines, voire plusieurs par semaine. Vous pouvez vous inscrire, c'est totalement gratuit. Et sinon, vous pouvez nous suivre aussi sur LinkedIn. Vous avez également la communication de ces webinaires, comme d'autres informations sectorielles qui peuvent vous concerner directement. Voilà. Très bonne soirée à tout le monde et encore merci à nos experts. Merci à vous tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.